Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de notre série d'épisodes relatifs au nouveau modèle de développement, arrêt ce soir sur la réaction du groupe Banque mondiale à ce modèle proposé, rappelons-le, par la Commission spéciale sur le modèle de développement. C'est l'une des toutes premières réactions émanant d'une institution internationale, réaction positive qui décrit ce nouveau modèle de développement tel un schéma participatif qui pose les jalons d'un modèle tourné vers l'avenir, pour reprendre les termes du directeur du département Maghreb à la Banque mondiale, Yesko Henchel, qui est des nôtres ce soir dans Question Écho. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir d'accueillir depuis Rabat par Skype Yesko Henchel, directeur du département Maghreb au groupe Banque mondiale. Bonsoir Yesko Henchel, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Khadija, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Largement partagé. Donc, pour l'institution de Bretton Woods, le nouveau modèle de développement propose une vision transformatrice du contrat social. Je reprends vos termes, Yesko Henchel. Donc, et aussi une transformation qui a déjà été introduite par cette crise Covid-19. Comment ? Donc, premièrement, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir dans votre programme aujourd'hui. Le contrat social, pour moi, c'est vraiment central du nouveau modèle de développement. Et personnellement, j'étais très impressionné de la méthodologie, comment cet nouveau modèle et aussi le rapport était fait. Une méthodologie participative et aussi consultative. Si on voit dans le rapport vraiment les mille et mille de différentes consultations qui étaient faites, et qu'il y a deux mots qui sont pour moi absolument clés dans ce rapport. Premièrement, les aspirations des citoyens, oui. Et deuxièmement, la confiance entre les citoyens et toutes les différentes institutions à différents niveaux de l'État. Et donc, pour moi et pour nous, du côté du groupe de la Banque mondiale, de commencer une réflexion du futur avec des aspirations des citoyens et après de dire que la confiance entre les citoyens et toutes les différentes institutions doit être clé pour le devenir du Royaume du Maroc, ça implique un nouveau contrat social. Et je pense que ça, c'est une ligne qu'on voit dans ce rapport, dans tous les différents axes, dans toutes les différentes réformes qui sont mentionnées. Cette participation des citoyens, comme on voit, absolument clé, que les citoyens sont plus le clientèle de l'État et pas des objets seulement. Qu'il y a un secteur tertiaire, qu'il y a des ONG, qu'il y a des différents niveaux dans la structure du royaume, les communautés, les régions qui vont avoir une importance plus grande. Je pense que tout ça, c'est vraiment un nouveau contrat social pour moi. Très bien. Vous avez évoqué la méthodologie Yesko Henchel. Est-ce qu'il y a des ressemblances avec les différents rapports de la Banque mondiale dans l'élaboration des propositions qui émanent de ce rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement? Peut-être des ressemblances sur aussi la manière à se projeter, notamment sur des points essentiels tels que les objectifs économiques et socio-économiques. Donc, commençons encore une fois avec cette méthodologie qu'on a parlé, donc c'est avec toutes les différentes consultations, vraiment avoir le voix des citoyens très central dans ce rapport. Mais après aussi, la méthodologie, comment les différents chapitres ils sont organisés. Qui après ça, il y a un diagnostic, donc le rapport parle des nœuds centrales, les 4 nœuds centrales qui empêchent le développement du pays en ce moment. Après, on a un objectif aussi, une formulation, l'ambition de cette Maroc du futur. Et après, des objectifs très clairs pour les différents axes et aussi des principes comment
et les différentes politiques publiques pourraient être formulées. Et je peux seulement imaginer qu'est-ce que c'est d'écrire un rapport avec tous ces matériels. Je pense qu'il y a, le rapport a dit 6600 différents rapports, différentes contributions qui étaient reçues, oui. mais aussi 35 membres de la société, vraiment des différents côtés de la société politique, empresariat, vraiment toutes clairement des participants qui ont leur savoir, mais qu'ils ont aussi leur opinion. Donc, d'écrire un rapport comme ça, c'est vraiment pas facile. Et que moi, j'étais dans un rapport de développement global, j'étais une directeur dans un des rapports il y a 10 ans, et même avec une équipe de 6 personnes, c'était très difficile. Donc, je peux seulement imaginer qu'est-ce que c'est pour écrire un rapport avec 35 personnes et arriver à quelque chose qui est en fait très clair. Et moi, j'étais surpris des axes très clairs de réformes dans les secteurs comme l'eau, comme l'énergie, comme transport urbain, sur la décentralisation. Donc, je pense qu'il y a une voie au futur qui a été très bien faite. Et si je compare cet rapport que j'ai pu suivre à distance d'ici de Rabat et les autres rapports stratégiques et les plans que j'ai pu suivre aux différents pays du monde, je devrais dire que cet rapport est quand même unique de cette méthodologie participative, mais aussi de la manière comment le devenir est très clair. On peut débattre et discuter les différentes démarches pour chaque réforme, mais ils sont très clairs faits. Et aussi, un dernier point que je voudrais mentionner, normalement, les rapports du stratégie nationale, ils ont des indicateurs, ils ont des objectifs. Mais que cet rapport inclut des indicateurs très clés, pas nombreux, donc très ciblés, et je pense que c'est quelque chose de très fort, parce que ça veut dire que le public, la société marocaine, peut aussi évaluer si cet rapport a eu un succès ou non. Un des indicateurs pour moi le plus important, c'est la participation des femmes dans le marché laboral, qui va donc le but, c'est d'augmenter cette participation de 21% à 45% dans 2035. Quelque chose de très, très important et très fort. Autre chose qui revient souvent, n'est-ce pas, depuis l'apparition de ce rapport, c'est, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le rôle de l'État et le rôle du citoyen. Alors comment justement avez-vous perçu cet équilibre entre le rôle de l'État et celui du citoyen ? Et quand je dis citoyen, bien sûr, c'est le tiers secteur, ce sont les ONG, mais pas que, c'est le citoyen en tant que votant, autant en tant que aussi contribuable. Alors, comment justement avez-vous perçu cet équilibre, Jesko Henschel ? Pour moi, personnellement, cet équilibre qui est écrit dans le rapport, c'est un équilibre nouveau. De divers angles. Premièrement, le rapport dit que le modèle de développement ne signifie pas moins de l'État, mais mieux de l'État. Donc, c'est une redéfinition du rôle de l'État comme régulateur, comme l'institution qui garantit des opportunités pour tout le monde, une égalité des opportunités, qui garantit les services publics efficaces dans tous les territoires. C'est l'État qui a le cadre que le secteur privé, qui est le moteur du développement et de la création de l'emploi dans cette réforme, a la possibilité d'investir, mais en même temps aussi avoir une concurrence que les nouveaux acteurs ils peuvent entrer et, comme le rapport dit, qu'il y ait un système de rente qui existe en ce moment diminue.
Donc, ce sont tous les axes, pour moi, d'un rôle de l'État différent. Après, le rôle des citoyens, et on voit dans la mythologie comme cet rapport a été fait, mais aussi dans tous les différents axes, on a un rôle de citoyen différent. C'est pas l'objet, comme j'ai dit avant, mais c'est plus le client. Que l'idée des politiques publiques, c'est vers les citoyens. Et c'est le citoyen qui, en fait, rend l'État et les différentes institutions comptables pour qu'est-ce qu'ils font. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très différent. Et après, naturellement aussi, les élections qui sont cette expression de la vie démocratique que la ambition dans le rapport aussi mentionne au futur. Donc je pense que le citoyen, comme le but et le cœur de cette stratégie, c'est aussi un changement de qu'est-ce qui se passe, de comment la société et la relation entre société et l'État fonctionne. Maintenant, peut-être le dernier point ici, j'ai aussi apprécié beaucoup le passage du rapport qui parle de la mentalité, un changement de mentalité, spécialement si on parle du rôle des femmes dans le développement, le rôle des femmes dans le marché laboral, mais le rôle des femmes plus grand dans la société, qui est ça aussi nécessite un changement de mentalité de la société. Donc je pense que dans ce sens-là, le rapport est profond, pas seulement du côté d'économie, mais aussi sociologique. Très bien. Quand vous parlez de l'inclusion de la femme, notamment dans le marché de l'emploi, cela me ramène à ce dernier rapport justement de votre institution, du groupe Banque mondiale, sur le marché de l'emploi au Maroc, et qui souligne que la mise en place d'un marché du travail dynamique et inclusif au Maroc reste encore un défi persistant, même si, que vous l'avez rappelé aussi dans ce rapport, le revenu par habitant a doublé entre 2000 et 2018 et que le taux de pauvreté a été divisé par 3 sur la même période, qui ressemble un peu aussi à ces objectifs établis par le nouveau modèle de développement. Et aussi, donc, il y a cette question de l'inclusion des femmes, il y a aussi l'informel, parce que justement, c'est là où le bas blesse pour l'employabilité des femmes au Maroc, c'est que, et notamment en milieu rural mais aussi urbain, c'est qu'elles travaillent dans l'informel. Or, les priorités aussi de ce nouveau modèle de développement, c'est de diviser par 4 l'emploi informel, ou en tout cas l'informel de manière générale. Est-ce que cela ne rejoint-il pas finalement ces priorités pour relancer l'emploi telles que définies par la Banque mondiale, et notamment en ce qui concerne la lutte contre l'informel ? Merci. Je pense que le traitement du secteur formel et informel, c'est très intéressant dans ce rapport. Et moi, j'ai lu dans le rapport, le grand rapport, donc sont les annexes techniques, deux côtés. Un, c'est le secteur informel qui vraiment devrait être formel. Et en ce moment, il y a une concurrence qui manque parce qu'il n'y a pas un paiement des taxes, des contributions à la sécurité sociale, et que cette partie du informel vraiment pourra être formelle. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, cet rapport introduit avec beaucoup d'emphasis un nouveau pilier dans la stratégie de développement du Maroc, qui c'est l'économie sociale. Et le rapport dit, donc il y a des millions de personnes qui travaillent sur leur compte, les travailleurs dans le secteur rural, même les propriétaires de terres, des très petites terres, ils sont informels, mais pour le changer au formel, c'est pas une régulation, c'est pas seulement la concurrence qui devrait être plus égalitaire. Et donc, pour moi, il y a cette dichotomie. Et je pense que si on voit le développement du secteur informel dans les pays comme le Maroc, les pays aux moyens revenus, on voit que cette transformation du secteur informel, c'est quelque chose de très dynamique et aussi c'est quelque chose qui est
pourra donner des possibilités, comme vous dites, Khadija, aux femmes. Ça pourra donner des possibilités aussi à l'économie sociale pour augmenter les revenus et aussi avoir une vie, une prospérité qui est mieux. Et je pense, l'emphasis que moi, personnellement, je mettrais sur cette économie sociale, c'est de voir aussi quelles sont les possibilités des très petites entreprises qui sont en ce moment dans l'informel. Ils ne vont pas être formels dans les prochaines 10 ans, d'avoir une croissance, d'avoir une possibilité des créations des autres emplois. Aussi pour les femmes, si on voit, par exemple, dans les pays d'Amérique latine, cette transformation de l'informel a eu les possibilités, spécialement pour les femmes ruraux qui sont dans le secteur urbain, de s'intégrer à le marché du travail. Donc, mon emphasis ici, je pense que le rapport est absolument correct sur les entreprises qui devraient être formées. Ils devraient avoir des contrats avec des employés et de alors payer justement, des contrats sociales. Et de payer la sécurité sociale. Alors comment engager ou comment s'assurer de l'engagement du secteur privé par rapport à cela? Là, je passe par rapport, ou plutôt je passe au volet mise en place et mise en œuvre de ces recommandations. Oui, donc ici, c'est en grande partie, et le rapport le dit, c'est aussi la honnêteté, voilà. C'est la contribution aussi du secteur privé en général à ce modèle de développement. Mais je voudrais insister que si on voit le secteur informel, c'est une part du secteur informel. Il y a une autre part, ça c'est l'économie sociale qui est un axe, un pilier additionnel dans cette stratégie de développement. Et je pense que c'est absolument important pour améliorer la vie des personnes qui sont liées à ce secteur informel. Et troisièmement, et on voit ça dans d'autres pays, il y a 10% des très très petites entreprises qui ont la possibilité d'une croissance, qui ont la possibilité d'être formales, mais pas dans l'année prochaine, dans quelques temps à l'avenir. Et je pense que cette dynamique, c'est très important aussi de voir au futur dans le développement du marché du travail, emploi ici. Il y a cet indicateur de résultats, tel que ça a été cité dans le rapport, mais de l'autre côté, certains économistes citent aussi des indicateurs de production pour arriver à ces indicateurs de résultats. Selon vous, est-ce que cette question a été bien traitée en ce qui concerne les indicateurs de production pour arriver à ces objectifs du nouveau modèle de développement IESCO Henschel? Yeah. Et donc, la projection, cette ambition de croissance est ambitieuse. Donc, c'est 6%, je pense, jusqu'à 2030, et après même 7% de croissance per capita. Donc, c'est une croissance haute. Et en même temps, je pense que les éléments, les grands changements, ils sont inclus dans cette stratégie. Premièrement, des 4 nœuds qui sont parlés, donc le nœud de la coordination des différentes stratégies sectorielles, la mise en œuvre des stratégies mêmes, la faiblesse du capital humain et aussi de manque de création d'emplois. Et l'emphasis que cet rapport fait sur le développement de capital humain pour augmenter la productivité avec tous les changements de la géoéconomie et aussi avec la crise Covid. Et de notre côté, de mon côté, c'est quelque chose de très, très correct. Si on compare la productivité du capital humain au Maroc avec les autres pays, on voit qu'au Maroc a en ce moment seulement 50% de la possibilité de productivité du capital humain. Okay. Donc les enfants qui sont nés aujourd'hui, avec 18 ans, ils vont avoir seulement 50% de leur productivité. Emphasis dans le rapport
sur l'éducation, mais aussi sur l'éducation supérieure. Et le rapport dit que Maroc, le royaume, devrait être une hub de l'éducation supérieure au futur. Oui. Je pense que si on voit le phase de développement, la connaissance et la productivité qui est basée sur le capital humain et la innovation et la recherche, c'est exactement où Maroc devrait aller si on prend, pour exemple, les pays asiatiques comme un exemple. Passons à présent au partenariat, donc un partenariat solide, n'est-ce pas, entre le Royaume et le groupe Banque mondiale. Déjà en mars dernier, le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Farid Belhaj, a fait part de la proposition ou de la disposition, de la Banque mondiale à apporter son appui et son soutien, tant technique bien sûr que financier, aux différents chantiers de réforme prioritaires engagés par le Royaume. Alors justement, c'est l'un des chantiers, c'est le chantier phare qui vient d'être engagé par le Royaume, ce nouveau modèle de développement. Alors, quel accompagnement de la Banque mondiale pour l'exécution de ce nouveau modèle de développement? Merci. Donc, nous, on est une partenaire du Royaume. En fait, le Royaume est propriétaire de la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est un organisme coopératif avec presque tous les différents pays du monde qui sont actionnaires à la Banque mondiale, donc une banque de développement, mais aussi une partenaire de tout ce qui est diagnosis et analyse technique. Et avec nos instruments, on est là pour accompagner le Royaume. Pour exemple, vous avez mentionné l'étude qu'on a fait dans les dernières 12 mois sur le marché de l'emploi et aussi la participation des femmes au marché laboral. Cette semaine, on va accompagner le INDH avec un nouveau grand programme qui va, dans notre sens, complètement dans cette stratégie nouveau de développement. C'est le soutien de la petite enfance. Parce qu'on sait que les petits enfants, qu'est-ce qui se passe dans vraiment les premières 1000 jours dans leur vie qui commence avec la conception, ça marque la trajectoire pour toute la vie. Qu'est-ce qui se passe du côté développement cognitif, du côté santé, du côté nutrition, c'est la base pour tout le futur des personnes. Et donc le Royaume et le INDH ont mis une emphasis sur ce développement qu'on sait de différentes études de tout le monde, c'est le retour économique et social le plus grand que les pays peuvent faire. Donc on va accompagner aussi le Royaume avec ce financement qu'on va présenter à notre conseil cette semaine. Très bien, donc bonne nouvelle pour la petite enfance en tout cas. Jesko Henschel, juste pour peut-être terminer, les défis pour atteindre les objectifs de ce nouveau modèle de développement selon vous et comment les dépasser surtout, et notamment à travers les autres recommandations établies même par la Banque mondiale qui rejoignent certaines qui ont été présentées par la Commission spéciale sur le modèle de développement, notamment sur certains indicateurs du doing business par exemple. Alors juste pour terminer sur une note peut-être positive. Je pense qu'un des nœuds qui est décrit dans ce rapport, donc c'est le nœud on a des stratégies, mais qu'est-ce qu'on va faire pour la mise en œuvre des stratégies? Et clairement, c'est aussi un des défis les plus grands au futur. En même temps, je pense que les deux centrales idées de ce rapport, qui utilisent les atouts du Royaume, sont instruments très importants. Premièrement, le pacte pour ce nouveau modèle de développement, qui est les différentes institutions, le secteur privé, le secteur tertiaire, les institutions, les déconcentrés, les partis politiques qui soutiennent ce modèle et aussi quelques des réformes qui sont très bien ciblées dans le rapport. Et deuxièmement, aussi, je pense que ça pourrait être un instrument très bien d'avoir une type de
delivery unit, donc un type de comité ou de institution directement pour le suivi. attachée pour le suivi et pas seulement pour le suivi, pour aussi donner des réflexions, de faire de la évaluation directe et aussi de soutenir les différents départements pour la formulation des projets. Et le dernier mot, si je peux, je peux le mentionner, Khadija, si on voit dans les différents chapitres du rapport, tout ce qui est donné, l'accès aux données ouvertes pour tout le monde, le public, utilisation des données de base de données, évaluation, pas seulement après les projets, mais aussi une évaluation bien ex ante, donc une idée qu'est-ce qu'ils vont faire les projets et aussi un type de pilotage des projets. Ça, ce sont 4 ou 5 instruments et aussi des principes que nous, on pense de notre côté, on a vu dans beaucoup de monde qui sont instrumentales et absolument clés pour avoir des politiques avec succès du développement. Merci Esko Henschel, directeur du département Maghreb à la Banque mondiale. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Khadija, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.